On est à bord d'une voiture électrique, ta propre Chevrolet Bolt. Et aujourd'hui, le sujet qu'on souhaite aborder, c'est la distinction entre conduire une voiture électrique et une voiture à moteur à combustion. Ça ne se conduit pas pareil, ça ne réagit pas pareil, et il y a des choses qu'il faut apprendre avec une voiture électrique. Commençons évidemment par le fait qu'on puisse conduire à une seule pédale en utilisant que très peu les freins. Il y a un système de régénération d'énergie sur les véhicules qui fait que lorsqu'on relâche l'accélérateur, c'est comme si la voiture freinait d'elle-même. Mais ça peut engendrer des réactions parfois dangereuses. Il faut apprendre à composer avec ça. Oui, parce que le problème, c'est qu'avec la variation d'adhérence, on se retrouve des fois avec des situations où il y a de la glace. Et lorsqu'on lève le pied sur l'accélérateur, ben la gestion du freinage va faire en sorte que on va dépasser les capacités d'adhérence. Ouais, OK. Donc, à ce moment-là, des fois, juste décélérer, c'est d'enlever le pied sur l'accélérateur dans un mode normal, là, comme, sur une voiture thermique. Ouais. Ben, à ce moment-là, ben, tu es capable de mieux doser avec le frein pour pouvoir faire le travail. C'est pour ça qu'on peut l'activer, le désactiver. C'est un peu comme les systèmes, je dirais, de contrôleurs de vitesse. Quand il pleut, c'est glissant. Faut pas le mettre. Non. Donc, il y a des connaissances à aller chercher lorsqu'on a une voiture. Ce qu'on appelle en bon français le cruise control. Oui. Oui. Mais un véhicule électrique, bon, Chevrolet Bolt, c'est un bouton unique. C'est-à-dire que la régénération se fait de façon totale ou pas du tout. Oui. Donc ça peut être un peu dangereux dans un contexte où il y a une surface glissante, neige, pluie, peu importe c'est quoi, parce que le seul fait, comme tu disais, de relâcher l'accélérateur, c'est comme si la voiture freinait d'elle-même. D'ailleurs, remarquez ceci, vous allez voir souvent des voitures électriques, des Tesla, des Chevrolet Bolt, peu importe ce que c'est. Souvent, les feux les lumières de frein s'activent. C'est pas parce que la personne est en train de freiner, c'est tout simplement parce qu'elle a relâché l'accélérateur. Mais la voiture détecte un freinage et allume les feux arrière alors que on ne fait que ralentir ou stabiliser la voiture. Je trouve que des fois, c'est un peu anticipé, puis il devrait y avoir légifération là-dedans parce que tu suis une Tesla, tu as tout le temps l'impression qu'elle est en train de te freiner au visage alors que c'est pas nécessairement ça, tu sais. Mais ça veut dire que, bon, c'est le même principe. Le conducteur relâche, au lieu d'avoir une vitesse stable, il relâche, il joue avec l'accélérateur et là, à ce moment-là, ça allume il faut être conscient que ça allume les feux arrière et ça devient vraiment déplaisant. Ben, remarque, dans une Tesla, pour nommer ces voitures-là, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est qu'à chaque fois que les feux arrière s'allument, les feux de frein arrière s'allument, on l'indique au tableau de bord. C'est pas le cas, par exemple, dans une Chevrolet Bolt ou dans d'autres modèles, mais dans le cas d'une Tesla, c'est le cas. Moi, ce que je trouve intéressant comme technologie, par contre, c'est du côté de chez Hyundai, chez Kia, où on a un système de régénération réglable. Donc, même sur la Chevrolet Bolt, via le palier qui se trouve sur le volant, tu peux accélérer ou diminuer la régénération, mais c'est pas aussi efficace que ce qu'on va retrouver chez Hyundai. T'as un mode complet, sinon t'as un mode niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc en niveau 1, il y a une certaine régénération qui se fait, mais c'est pas assez pour déstabiliser la voiture sur une surface glissante, alors qu'en mode total, ben là, la voiture peut partir dans tous les sens. Et là, évidemment, le système d'assistance à la conduite viendra embarquer. Mais il y a cet élément-là qu'il faut considérer quand on achète une voiture électrique. Puis j'ajouterais que dans les écoles de conduite, Bertrand, aujourd'hui, bon, ma fille qui vient de faire son cours de conduite l'an dernier, ce qu'on a dans les écoles de conduite aujourd'hui, ce sont des voitures électriques. Alors, j'ai trouvé ça intéressant qu'on n'enseigne absolument rien des distinctions entre une voiture électrique et une voiture à essence, alors qu'on n'utilise que des voitures électriques, des Ioniq, des Chevrolet Bolt, par exemple, des Nissan Leaf. Question. Première fois que tu as essayé une voiture électrique. Oui. Ça a été quoi ta réaction? Ma première réaction, ça a été « j'en veux pas » parce que c'était une Mitsubishi Mièvre. Ça a été ça ma première réaction. Alors, tu voulais une réponse franche, tu l'as eu. Mais heureusement, ça a évolué depuis. Oui, mais au niveau de la conduite, là, tu sais, parce que, bon, c'est silencieux. C'est silencieux. Et ça, c'était un élément, par exemple, quand j'accélère, sur une voiture thermique, on sent... Le moteur te parle. Oui, le moteur t'indique que
OK, j'ai augmenté en régime moteur. Exact. Parce que les roues patinent. Donc, par l'oreille, tu étais capable de l'entendre. Avec la voiture électrique, t'as plus ça. Ben non. Donc, c'était un sens que moi, j'avais trouvé que j'ai dit, OK, il faut que je trouve d'autres paramètres. C'est ça. Mais bon, il y en a d'autres, là, tu sais. Bon, puis tu as des constructeurs qui ont trouvé des façons de créer des bruits artificiels. Porsche, par exemple, pour te donner cette impression de vitesse-là qui est peut-être nécessaire, surtout dans des voitures électriques de performance, parce que là, une voiture silencieuse à très, très haute vitesse, oui. Oui, mais même sur la route, si la personne se rend pas compte que la voiture patine, les quelques dixièmes de retard qu'il va y avoir, c'est ce qui peut faire la différence entre garder le contrôle et le perdre. Il y en a qui vont dire, bon, il y a une lumière qui clignote dans le tableau de bord, mais on n'est pas toujours en train de regarder dans le tableau de bord ces éléments-là. Mais le silence de roulement d'une voiture électrique, c'est un des trucs principaux qui change par rapport à une voiture à essence. Donc, il y a adaptation de ce côté-là. On te parlait de la régénération en décélération tantôt. Mais ça aussi, c'est une adaptation. Et le fait de vouloir gérer son énergie, moi, j'ai trouvé ça assez génial parce que je me suis surpris à un moment donné à faire en sorte d'augmenter davantage les distances pour me laisser ralentir davantage, pour être capable de régénérer, d'anticiper davantage les feux de circulation. De jouer avec la... Oui. En fait, c'est drôle que tu dises ça parce que j'avais eu cette réflexion-là, moi aussi. D'un côté, j'avais l'impression que c'était plus difficile de s'approprier une voiture électrique, de faire corps avec une voiture électrique comme on le ferait, par exemple, avec une Mazda MX-5, par exemple. Tu sais, une Mazda MX-5, tu prends place à bord de cette voiture-là, c'est une mécanique, c'est pratiquement une moto, tu fais corps avec la voiture, tu danses avec elle sur la route en conduite sportive, tu sais, ça va. Une voiture électrique, c'est très difficile parce qu'elle ne te parle pas nécessairement, mais le fait d'utiliser et de vouloir maximiser son rendement énergétique, ben veut pas, la voiture te parle et là, tu comprends mieux comment elle fonctionne et comment la conduire. Oui. Et ça, c'est le fun. Sauf que, bon, on a les extrêmes. Dans le temps, là, c'était Montréal-Québec le plus rapidement possible. Ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, on en voit, par exemple, qui sont presque aux limites, là, de la limite minimum sur l'autoroute. Et ça, bon, ça écœure du monde un peu. En même temps, ben, faut comprendre que faut respecter aussi l'environnement dans lequel tu évolues. La voiture électrique est capable de faire le travail là, sans problème. C'est plus la psychologie du conducteur. Ben oui, là, on va régler quelque chose, là. Les gens qui roulent avec une Nissan Leaf 2012 qui a 104 km d'autonomie l'été, donc 60 l'hiver, puis que je vois sur l'autoroute l'hiver, pas de chauffage avec des tucs qui ont gratté un trou dans le pare-brise pour voir dehors parce que on désembue pas les vitres, puis ça roule à 83 km/h. Sortez-moi ça du chemin, ça urge. Là. Puis là, après ça, il y a des gens qui disent une voiture électrique, est-ce qu'on gèle l'hiver là-dedans? Non, c'est le conducteur qui veut pas mettre sa climatisation parce que ça chauffe très bien. Les dégivreurs fonctionnent à merveille. Puis, c'est pas là que tu vas gruger le plus d'énergie. Ben, tu vas engruger par temps très froid, mais oui. Mais c'est plus sur quand tu vas dépasser les limites de vitesse. Ouais. Ça, j'ai remarqué que là, c'est là que exponentiel. Exactement. Il y en a qui ont l'autonomie, eux autres s'en foutent un peu. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des voitures comme ça qui sont capables d'avoir une autonomie très raisonnable et que ça devient moins un enjeu. L'autre point qu'il faut souligner pour une voiture électrique, les gens n'ont pas conscience de ça, mais c'est très lourd, une voiture électrique. Donc, ça ne réagit pas de la même façon. Si je vous dis qu'une Tesla Model 3 est pratiquement aussi lourde, ou un Tesla Model Y, par exemple, c'est pratiquement aussi lourd qu'un gros VUS intermédiaire à moteur V6 ou V8, on n'est même pas loin du poids d'une camionnette pleine grandeur. C'est tout dire, mais on n'a absolument pas l'impression de ça, parce que c'est une voiture compacte. Alors, le poids d'un véhicule
ben, ça a un impact sur les distances de freinage, sur son comportement routier. L'adhérence latérale. L'adhérence latérale, la tenue de route, l'usure des pneus aussi. Sauf que, à contresens, le poids est réparti très bas. Donc, il y a un centre de gravité très, très bas. C'est un avantage pour la stabilité. Oui, pour la stabilité, c'est une voiture qui, quand même, est surprenante en virage. Mais il faut quand même comprendre qu'une voiture plus lourde, est moins nécessairement facile à immobiliser. Oui. Vous le sentez parce que ça cogne peut-être un peu plus dur aussi. Donc, le comportement routier, si vous avez vendu, par exemple, votre Nissan Sentra pour vous acheter une Tesla Model 3, ben le comportement est complètement différent, là. Puis là, je te parle pas du fait de passer d'une voiture traction à propulsion. Non. Juste le fait d'avoir une masse de 400-500 kilos supplémentaires, c'est pas du tout le même comportement routier. Fait que ça aussi, ça vient changer. Mais morale de l'histoire, faut juste apprendre à composer avec les distinctions d'une voiture électrique et pas juste avoir la pensée magique que ça va réagir efficacement parce que c'est une voiture moderne et fardée de technologie. Et ça, c'est vraiment une belle conclusion. Connaître sa voiture, adapter sa conduite par rapport à ce que vous avez et surtout l'apprécier, la comprendre et la respecter. Puis avant de prêter votre voiture électrique à votre ado qui commence à conduire, peut-être lui expliquer que faut faire attention, qu'il faut doser. Parce que une Chevrolet Bolt aujourd'hui, qui est une voiture anodine, c'est plus rapide en accélération que la Golf GTI VR6 dont je rêvais quand j'étais ado et que je n'ai jamais pu me payer. Alors ça aussi, il y a de la puissance pas mal plus qu'on pense dans ces voitures-là. Il y a des gens qui regardent, par exemple, une Ferrari, puis ils disent « Ah, wow, ça doit marcher, hein? Ben, ma Bolt, ça marche beaucoup plus que la Ferrari. » Ouais, t'es propriétaire d'une Ferrari 308 du début des années 80, puis faire un quart de... pas un quart de mille, mais faire une course d'accélération côte à côte entre la Bolt puis la Ferrari. D'après moi, Enzo serait pas bien content. Oh, d'après moi, il se tournerait dans sa tombe, certain.